Bonjour, merci beaucoup. Je vais être un petit peu embêtante pour la caméra, mais en fait, comme je n'ai pas de notes, il va falloir que je regarde mon PowerPoint. Merci beaucoup à Citoyens et Justice d'avoir invité la Fédération France Victimes. En quelques mots. Un slide pour présenter la Fédération France Victimes. Donc, on est né en 86, on anime un réseau de 132 associations. Ce qui est important, peut-être, qui n'est pas noté, c'est qu'avant, effectivement, on s'appelait INAVEM. Dans INAVEM, il y a un M, le M de médiation pénale. Et en fait, comme Citoyens et Justice, on a à cœur d'envisager ce rapport entre victimes et auteurs depuis 1986, et on sait pertinemment, et c'est dans notre philosophie d'action, c'est que ce n'est pas en accablant les auteurs que les victimes se sentent mieux. Donc ça fait 35 ans qu'on le sait, qu'on le dit et qu'on le promeut aussi en justice restaurative. En termes de contexte, ça a été dit, donc je vais passer assez rapidement sur ces choses-là. Les années 2000, un intérêt grandissant pour l'AJR, comme un prolongement de l'aide aux victimes, mais comme une modalité d'aide aux victimes aussi. Avec des constats, nos assises en 2008, où effectivement on est passé de la réparation à la restauration des victimes, et où finalement un directeur de SPIP nous a pris au mot, est allé au Québec, et en revenant, François Goetz pour le citer, en revenant est venu nous voir et a dit mais maintenant que vous avez semé la graine de la justice restaurative, il va falloir nous aider à l'élever ensemble, et on a construit avec, comme Paul le disait, l'ENAP, la Maison Centrale de Poissy avec son directeur, et puis le SPIP de Poissy, et donc France Victimes à l'époque, cette première session de rencontre détenus victimes. Donc détenus victimes en prison, avec une rencontre groupale, 3 victimes, 3 auteurs, autour de faits similaires, mais les gens ne se connaissent pas, donc on appelle ça des rencontres anonymes, nous. En fait, les gens ne se connaissent pas. On intègre également la plateforme française de justice restaurative. On ne l'a pas évoqué, mais c'est une espèce de collectif qui est œcuménique, puisqu'il y a, et c'est intéressant aussi, les courants religieux, catholiques, protestants, bouddhistes, qui nous amènent à réfléchir, à échanger sur différentes postures et différentes visions de cette justice restaurative. Et voilà, alors ça c'est plus de la cuisine interne, mais en 2016, notre conseil d'administration a refondu finalement notre groupe de médiation pénale en médiation et justice restaurative. Et puis on a réitéré cette expérimentation de 2010 en 2014 et 2016. L'idée étant pour nous, évidemment, que la fédération donne l'exemple, impulse, mais que surtout ce soit nos associations d'aide aux victimes au plan local qui prennent le flambeau, puisque c'est évidemment les partenariats locaux qui font la richesse et la proximité avec les participants, qui font la richesse de cette justice restaurative. Donc pour nous, c'est un droit d'abord, la justice restaurative, que ce soit pour les personnes mises en cause comme pour les victimes, c'est un droit. Donc je rejoins ce que Véronique disait. Nous sommes tous des prescripteurs d'aide aux victimes, mais encore plus d'être prescripteurs de justice restaurative, encore plus d'être prescripteurs. Nous formons aussi, on l'a dit avec l'IFJR et puis l'ENAP aussi, nous formons nos intervenants en aide aux victimes aussi, pas que en justice restaurative, en aide aux victimes, pour leur dire que chaque personne victime accueillie dans un de nos services doit avoir l'information systématique, on a créé un cahier des charges pour ça, de cette possibilité d'avoir accès à une mesure de justice restaurative. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est un droit, et donc pour exercer un droit, encore faut-il le connaître.
Authentique réponse, espace de dialogue, je ne reviendrai pas là-dessus, on l'a largement évoqué. On a un petit peu moins évoqué la présence de représentants de la communauté ou de la société civile, ça dépend des terminologies. C'est extrêmement important pour nous aussi, le fait que la société soit représentée dans les mesures de justice restaurative. C'est pas quelque chose qui est que de l'ordre du professionnel, mais du bénévole, du bénévolat, et que la société intègre véritablement cette question, tant d'un point de vue de la responsabilité, hein, la société est responsable de ce qui arrive aux uns et aux autres, c'est pas que un destin individuel, mais aussi pour témoigner de ce qui peut se passer, toujours dans la confidentialité, hein, bien sûr, mais de témoigner que c'est possible, cette rencontre qui envisage l'autre est possible. Donc on l'a dit, cette mesure de justice restaurative, Claire Strugala a fait une séparation, on fait à peu près la même, on n'appelle pas ça exactement pareil, donc on parle nous de rencontres groupales anonymes, quand on parle de rencontres condamnées victimes ou détenues victimes, des rencontres directes, médiation restaurative, etc. Que ce soit en deux individus autour de la même situation, ou beaucoup plus large, mais c'est toujours les personnes qui sont en lien d'une même situation. Je mets évidemment aussi, comme Claire, les mesures de soutien aux personnes condamnées un peu à côté, dans la mesure où la victime véritablement n'est pas présente ni physiquement. Alors elle est présente évidemment dans l'esprit, hein, puisqu'on est sur une forme de réinsertion, et c'est un programme, excellent programme de soutien et de réinsertion des auteurs. Je vais vous parler très rapidement de RDV, c'est milieu fermé. Donc on est, je casse le matériel. On est en milieu, donc on est en établissement pénitentiaire. Je reviendrai très rapidement sur ce que ça implique, ou en milieu ouvert. Un petit état des lieux, donc ça ce sont les chiffres qu'a pu nous donner l'IFJR, l'Institut français pour la justice restaurative, qui est donc notre partenaire. 2018 et puis le petit un peu de 2019 aussi, donc 60 programmes actifs. Quand on dit des programmes, c'est conventions avec à l'intérieur une ou plusieurs mesures. Une très grande majorité de rencontres donc anonymes, groupales, rencontres détenues victimes ou condamnées victimes. Donc vous avez les chiffres, hein, rencontres détenues victimes 9, 23 rencontres condamnées victimes, indéterminées encore ou combinées. Donc là, je trouvais ça intéressant de vous mettre ça. En quoi c'est combiné? C'est qu'en fait, il y a eu des demandes de permission de sortie de personnes incarcérées pour participer à une rencontre condamnée victime. Donc 120 mesures actives en 2018, 65 terminés. Je vous laisse lire les chiffres et puis vous aurez de toute façon le PowerPoint. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ça progresse, hein. On a des projets supplémentaires en provisoire, en provisoire parce qu'on n'a pas encore terminé l'année, mais on a vraiment des choses qui sont sur une courbe finalement assez exponentielle. Et si on parle du temps d'organisation de ces rencontres, qui est au démarrage extrêmement long, hein, on parle grosso modo de 2 ans pour organiser une première rencontre. Le temps se raccourcit de manière très prégnant quand on organise la 2e, la 3e et la 4e rencontre. Par rapport aux typologies d'infractions, alors j'ai pris cette petite image parce que ça illustrait un article en 2015, donc il y a déjà un petit moment, réparer quand on est face à un cercueil, effectivement qu'est-ce qu'on répare, mais ça montre, et les homicides sont dans les typologies d'infractions, que ce soit en RDV ou en RCV. Ça c'est ce qui est fait depuis 2016-2017. Évidemment sur les expérimentations on avait des homicides, donc des proches de personnes assassinées qui étaient dans ces rencontres. Mais on est sur des choses, encore une fois, très graves.
Et au final, on se rend compte, enfin les études, je ne suis pas chercheuse, mais a priori les études montrent que ça marche mieux en mieux, finalement plus c'est grave, donc il va falloir aussi s'intéresser aux choses les moins graves parce que c'est quand même ce qui va toucher le plus de monde. Une organisation assez claire, assez stricte. J'y reviens assez rapidement sur un projet partenarial. Véronique l'évoquait. Extrêmement important de se parler, de rencontrer des cultures différentes entre des accompagnants d'auteurs, des accompagnants de victimes, mais aussi l'autorité judiciaire ou les autorités judiciaires, et puis l'ensemble des partenaires, les villes, les collectivités territoriales sont extrêmement importantes pour mener à bien ce type de projet et finalement sortir un tout petit peu ces mesures de justice restaurative de l'univers stricto sensu judiciaire. La formation, des conventions de partenariat, un comité de pilotage, un groupe projet pour savoir qu'est-ce qu'on va traiter, nous, sur notre territoire, quels sont les besoins, quelles sont les attentes des personnes potentiellement victimes et mises en cause ou condamnées, un cahier des charges, et ensuite phase préparatoire avec ce qui est particulier pour les rencontres détenues victimes et condamnées victimes, c'est qu'on va avoir un binôme d'animateurs. On essaye que ce soit un homme et une femme. Pas toujours possible, mais la plupart du temps. Donc, choix d'un binôme, des participants postulants qu'on va pouvoir préparer. 3 personnes à minima. On essaie d'en avoir plus. 4, 5, parce qu'il peut y avoir des désistements. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Je vois une de mes collègues qui souffre de ces désistements sur le terrain, mais on le sait, hein, l'organisation matérielle de ces rencontres est extrêmement complexe pour les gens qui travaillent, pour les gens, est-ce que au Québec, c'est uniquement le soir, rentrer en prison le soir, c'est pas possible en France. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement compliquées et qu'il faut se poser la question pour que ça soit le plus cohérent et le plus facile possible. Le choix des membres de la communauté, j'en parlais, mais ça c'est important et qu'on les intègre. Alors évidemment, il y a une formation dédiée à ces membres de la communauté qui est faite sous notre égide avec l'IFJR et le type d'infraction aussi, avec cette capacité d'ouverture, de ne pas être trop restreint sur une infraction extrêmement spécifique, etc. Puisque on sait que dans ces rencontres groupales, la résonance des situations va être extrêmement important. La résonance, ça veut dire ça s'est passé la nuit, ça s'est passé avec des témoins ou sans témoins. Tout ça va permettre aux uns et aux autres d'avoir une phase d'identification ou au contraire de rejet d'une forme ou d'une autre de situation. Donc ça, c'est important d'avoir une vision finalement assez large. Phase d'exécution, donc engagement des participants, des engagements qui sont écrits, on cadre les choses, ça permet de sécuriser, hein, le cadre permet de sécuriser aussi les personnes, qu'elles soient participantes, mais aussi les professionnels. Et on va gérer l'ensemble de cette préparation. La préparation est extrêmement importante. Katharina parlait en Italie de 3 ans de préparation. On n'en est pas là. On essaie, nous, de préconiser à minima 3 entretiens avec chaque personne de préparation. Ça peut être le plus souvent, hein, ce que montre l'étude qu'a fait l'IFJR sur les programmes 2018, ça a été 1 fois moins, 2 entretiens, mais finalement ces entretiens pour les participants et pour les professionnels qui les ont menés étaient suffisants pour avoir la véritable acceptation du participant à la rencontre avec les attentes et envisager finalement tout ce qui peut se passer pendant ces 5 séances, donc 5 séances hebdomadaires plus 1 séance bilan. Une phase d'accompagnement extrêmement importante qu'il ne faut jamais négliger. On s'était fait un petit peu avoir, nous, en 2010, on avait le droit.
c'est qu'on avait négligé cette phase d'accompagnement quasi physique des personnes. En plus, c'était une RDV, donc on allait en prison. Bien sûr, on avait fait cette rencontre et cette visite de l'établissement pénitentiaire pour des victimes qui n'y étaient jamais rentrées, pour la plupart. Mais voilà, de cet accompagnement, ça se passait l'après-midi, on déjeunait avec elle avant pour parler d'autres choses aussi, pour savoir comment s'était passée la semaine, etc. Cet accompagnement-là, en plus du filet psychologique, donc de cette possibilité d'être aidé par un psychologue clinicien à n'importe quel moment ou par les animateurs, nous semble extrêmement importante. Milieu fermé, le lieu est facile. Après, dans l'établissement pénitentiaire, où on se met? On s'est posé plein de fois la question. Nous, à Poissy, on s'est mis au parloir enfant. C'était le lieu le plus adéquat. 2 minutes. Eh ben, on va aller vite. Après, voilà, neutralité. La difficulté en milieu ouvert, c'est est-ce que les condamnés ou les victimes vont se rendre, puisqu'ils sont totalement libres, encore une fois, de sortir du dispositif quand ils le souhaitent. Donc ça, c'est une pression supplémentaire, sans doute. Je vais vous prendre juste un exemple, j'ai 3 slides là-dessus, sur une rencontre condamnés-victimes en violence conjugale qui a été faite dans le Bas-Rhin, à Strasbourg. On a 3 rencontres condamnées-victimes en violence conjugale qui sont déjà menées, terminées. Moi, j'y étais personnellement extrêmement attachée parce que je pense que la violence conjugale est un terrain extrêmement favorable pour des rencontres anonymes et groupales. Donc je vous disais, il faut en permanence informer les gens que c'est possible d'aller faire une mesure de justice restaurative. Donc là, en l'occurrence, 9 personnes condamnées ont été orientées vers la mesure, 5 personnes victimes. Finalement, il y a eu 2 groupes de 3. Donc jusque-là, on était bon. 39 entretiens préparatoires, des moyennes d'1h30, donc on va au fond, on va au fond des choses. On prend vraiment, ça se passe vraiment là, dans ces préparations, une première phase extrêmement importante sur les attentes générales. Alors j'essaie de faire un petit bilan. Finalement, c'est quand même mieux comprendre, ça, de manière en moyenne, la plupart, mieux comprendre sa propre situation pour pouvoir la faire évoluer et savoir comment on en est arrivé là. Au démarrage, on avait beaucoup plus des personnes victimes et auteurs qui voulaient aider l'autre. Mais ça ne marche pas en fait. Aider l'autre, c'est bien, mais c'est s'aider soi-même. On a un petit film d'ailleurs qui le dit. Moi, je voulais m'aider moi-même en aidant les autres. Donc 5 rencontres, un bilan. Des difficultés qu'on rencontre. Y en a un qui n'a pas été là, la première rencontre, un auteur, parce qu'il a eu un accident du travail. Est-ce qu'on casse tout, on arrête tout? Non, on pose la question au groupe. On explique, on pose la question en groupe, le groupe décide. Le groupe a décidé à chaque fois d'y aller. Tout ce que je peux connaître où il y a eu ce type d'incident avec des absences, même notre dernière rencontre détenue victime à Poissy où il y a eu des absences, le groupe a continué de vouloir y aller. Alors évidemment, pas une seule personne, mais on a pu avoir ici, et comme en RDV 2016, une séance où il y avait tous les auteurs et une seule victime. Et ça a finalement été magnifié par le groupe. Et cette victime-là a pu s'exprimer d'une manière différente que quand les co-victimes, enfin les autres victimes étaient là. Oups, oh là, il y a quelqu'un qui a pris la télécommande. Dynamique de groupe qui est extrêmement importante. Donc vraiment, ça, ces rencontres groupales, et à la différence des groupes de parole qu'on peut connaître entre auteurs ou des groupes de parole victimes, la dynamique là, avec l'écoute et l'histoire de l'autre, en visu est extrêmement importante et permet de donner une vraie dynamique où il y a des échos qui se passent dans les histoires de chacun.
Et puis les victimes, en fait, décrivaient là en l'occurrence des violences beaucoup plus graves que ce que les auteurs, ce pourquoi les auteurs avaient été condamnés. Et les auteurs n'ont pas minimisé du tout les faits, au contraire, ils ont pris ça à leur charge finalement en se disant mon Dieu, heureusement que moi j'ai réussi à m'arrêter avant, et ça permet de cheminer, même si les infractions finalement ou les répercussions sur les uns ou les autres ne sont pas similaires ou exactement identiques. Les effets à court terme et à moyen terme, des questionnements sur leur rapport à leurs propres victimes. Donc c'est ça qui est intéressant. Au début, on se disait, les rencontres anonymes, ça sert à quoi? Ça répond à aucune question, personne ne va pouvoir répondre. Ben si, ça répond à beaucoup de questions. Et puis il y a beaucoup de victimes qui ne veulent absolument pas rencontrer leur propre auteur, mais qui ont envie d'avoir des réponses finalement. Et ça remet dans l'action. Enfin, c'est ce que nous disent les auteurs et les victimes. Ça les a permis de remettre dans l'action, que ce soit, et on est en violence conjugale, je vous le rappelle, que ce soit pour accepter ou entériner une séparation, ou pour décider de continuer dans le couple, malgré l'infraction et la violence. Et puis, moi, je tiens toujours à mettre un effet sur les professionnels, parce que c'est quand même extrêmement important. Puis c'est notre réseau, que ce soit CJ ou nous, ce sont les professionnels qui sont en face de ces personnes victimes et de ces personnes auteurs, et on se rend compte vraiment que c'est extrêmement important pour eux, que ces mesures font sens, et que ça leur donne de nouveaux outils et une nouvelle vision de leur propre métier, et que donc ça influe positivement sur leur métier quand ils sont animateurs de ces mesures. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis un petit peu de communication.